Donc, comme l'a dit Jeroen, ici, on va parler des nouveaux outils, nouvelles manières pour continuer notre démarche circulaire. Évidemment, cette présentation, ça restera un aperçu parce qu'il y a énormément de choses à dire sur le sujet, mais j'espère que vous y verrez déjà plus clair ou que vous aurez envie de continuer à voir plus loin. Donc, comme on vous l'a déjà montré, l'économie circulaire, elle se base sur différents grands principes: designer et construire circulaire, l'urban mining, mais au cœur de cela, les business models et les nouveaux modèles d'affaires peuvent aussi aider à créer de la valeur ajoutée à un niveau local, en agissant différemment ou en proposant de nouveaux services. On va aussi parler des nouveaux marchés et des outils numériques qui peuvent aussi jouer leur rôle dans cette démarche circulaire. Pour aller très brièvement sur notre manière de travailler aujourd'hui, chacun dans la chaîne d'acteurs de construction et de déconstruction s'occupe de sa propre affaire, de son étape, sans penser à la totalité, à l'ensemble du cycle de vie. Comme on peut s'en douter, ça crée des problèmes, des pertes de valeur, et ça à chaque étape. On ne va pas tout parcourir, mais on peut déjà évoquer le problème des déchets sur les chantiers de construction, mais aussi de démolition, quoi faire en fin de vie, comment choisir les bons produits et ne pas créer des produits qui ne pourront au final pas être recyclés, par exemple. On voit aussi aujourd'hui qu'il y a une vraie perte de profil du secteur et ce n'est pas uniquement dû au Covid. Il y a aussi d'autres problèmes qui peuvent peser parfois sur les entrepreneurs, comme le manque de clarté entre les parties, la volatilité des prix des sous-traitants ou des fournisseurs, ou les carnets de commandes qui atteint parfois un niveau critique. On a vraiment un moyen de mieux faire aujourd'hui, de rétablir la confiance, et ça notamment en agissant différemment et en utilisant de nouveaux outils. On peut donc agir sur différents aspects à la fois, que ce soit le processus de conception, d'utilisation et de déconstruction, comme on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, en pensant à de nouvelles formes de marché, comment mieux travailler ensemble pour offrir de nouveaux services. Aussi utiliser de nouveaux outils ou de nouvelles plateformes pour être plus efficace, ou encore proposer de nouveaux services, se spécialiser pour justement trouver des filières et des manières de gagner de l'argent autrement. C'est donc les 4 thèmes dont on va parler aujourd'hui. Comment penser et travailler sur le long terme, créer de la valeur sur d'autres bases, utiliser des outils, numériques ou non, et travailler sur d'autres demandes et offres du marché. Donc, pour commencer, penser et travailler à long terme. Évidemment, on pense tout de suite au design, à l'exécution, vu que c'est bien le core business de la construction. La mise en œuvre, c'est l'activité de base. Mais le fait de penser différemment à la conception, ça va avoir un impact directement sur les différents acteurs et sur le processus de construction. Et c'est ce qu'on va voir avec cette petite vidéo qui va nous montrer comment les architectes ont pensé autrement un projet de construction et ce que ça va impacter pour l'entrepreneur. De reflex van de aannemer is dat hij wil bouwen, maar dit gebouw is niet het resultaat van een bouwproces. Dit gebouw is het resultaat van een logistiek proces. Kijk, bouwen betekent nadenken, daarom hebben we ook zoveel vaarkosten in het gebouw. Maar logistiek proces betekent voordenken. Dus het hele gebouw is voorgedacht in standaardiseerde elementen en het is eigenlijk in een soort logistiek proces in een heel korte tijdsbestek in elkaar geschroefd. Donc, comme on le voit ici, le fait d'avoir réfléchi directement à comment mettre les éléments ensemble va changer la manière pour l'entrepreneur de gérer son chantier. Ça va lui permettre peut-être aussi d'être beaucoup plus rapide et d'assembler plus facilement les différents éléments. De reflex van de aannemer. Ensuite, on peut penser, après ce processus donc de gestion et de construction dont on a déjà parlé, aux phases d'après, notamment celle de l'entretien et de la gestion. Pour qu'un bâtiment préserve sa valeur le plus longtemps possible, il faut bien sûr veiller à ce qu'il reste en bon état durant son utilisation. L'entretien est primordial pour assurer cela. Une maintenance ou une gestion bien pensée, ça permet de préserver la valeur des bâtiments, mais aussi des produits. Donc, conserver la valeur des produits pour qu'ils puissent être réemployés
une seconde, une troisième ou encore une quatrième fois. Tout ça, ça va permettre de prolonger d'une part la durée de vie du bâtiment, mais aussi des matériaux en leur offrant d'autres possibilités d'être réutilisés. On va pouvoir aussi, grâce à un bon entretien, une bonne maintenance, mieux documenter l'historique de ces différents éléments. On connaîtra mieux les étapes par lesquelles ils sont passés, ce qui va nous permettre, si on veut les recycler ou les réemployer, d'avoir plus confiance en eux, car on aura conscience des étapes par lesquelles ils seront passés et que l'entretien a été bien réalisé. Un bon entretien, ça offre aussi de la valeur ajoutée pour l'entrepreneur sur le plan économique, parce que ça lui permet de bâtir une relation à long terme avec ses clients et de proposer même de nouveaux services. En plus de l'entretien, il peut proposer de remplacer certains produits ou même de récupérer les produits à la fin de leur vie. En plus, ce service propose aussi un revenu récurrent pour l'entrepreneur, même si les chantiers sont parfois à l'arrêt. On assure un revenu récurrent. Évidemment, il y a toute une série de points d'attention pour arriver à mettre ce service de gestion d'entretien en pratique. Le premier est de faire un planning bien réfléchi, ou un plan de maintenance, mais également un contrat de service qui soit clair et dont les attentes sont claires pour les deux parties. Fixer les objectifs et les modalités d'opérer pour les différentes parties. Qu'il s'agisse d'un bâtiment neuf ou existant, la bonne planification de la maintenance est bien sûr essentielle. Ça permet de contrôler régulièrement l'état des éléments et de prévoir les moyens nécessaires pour leur entretien. On peut notamment se baser pour s'aider dans ce processus d'entretien sur le guide de l'entretien pour les bâtiments durables du CSTC qui peut aider à réaliser ce planning. Le guide il passe en vue l'ensemble des tâches à réaliser pour chaque élément de construction, les contrôles périodiques, les nettoyages, les vérifications, les remplacements. Il a été entièrement mis à jour et il sera publié très prochainement sur le site du CSTC. Et donc cet outil permet de sélectionner les conseils d'entretien propres à chaque projet, mais aussi de les coupler à un planning et même à un modèle BIM. Évidemment, l'entretien, il faut y penser dès le début. Et ça a un lien, bien évidemment, avec la conception, car avec une conception bien pensée, on peut éviter dès le début de trop lourds entretiens par la suite, en prévoyant du design adéquat, mais aussi des matériaux qui soient robustes et qui ont une longue durée de vie. Pour arriver à mieux penser à ça dès le design, on peut utiliser des instruments comme le manuel Gros qui propose un ensemble de checklists qui reprennent les points auxquels il convient de prêter attention si on souhaite tenir compte de l'entretien ou du nettoyage, et ça dès la phase de conception. Une série d'entreprises propose d'ailleurs déjà ce service en complément des autres services de vente, par exemple, que ce soit comme Tech2 Roof Comfort qui s'occupe des gestions des toitures plates en offrant justement un service de 24 heures sur 24 pour pouvoir être toujours à la réponse du client. Ou encore un groupe comme Van Roo qui propose d'une part aider à concevoir les bâtiments de manière intelligente pour réduire le coût d'exploitation, donc travailler directement avec le client, mais propose également un suivi par après pour que le client soit au maximum soulagé de l'entretien du bâtiment lors de son cycle d'utilisation. Les technologies numériques, elles peuvent commencer à jouer un rôle de plus en plus important sur ce plan de maintenance et de la gestion, notamment parce qu'on utilise de plus en plus des capteurs ou des contrôles automatisés. Et donc, on peut passer d'une maintenance et d'une gestion du bâtiment qui, au départ, est plus curative, donc aborder les problèmes que quand ils surviennent. Grâce à ces nouvelles technologies, on peut passer à une maintenance qui est préventive et même prédictive. Donc, on vient prévenir et même prédire les problèmes et les pannes avant qu'elles ne se produisent. Les technologies peuvent aussi permettre de faire une maintenance et des réglages à distance, et donc de régler plus facilement les problèmes et plus rapidement. De répondre plus rapidement aux demandes des clients. On peut encore citer les nouvelles techniques d'inspection, notamment l'utilisation par exemple de drones pour vérifier l'état d'une toiture et découvrir les causes de problèmes ou vérifier si un matériau est toujours en bon état. Enfin, la gestion de l'information. Donc, comment avoir accès aux données qui soient pertinentes au bon moment pour pouvoir entretenir et gérer le bâtiment est une grande question et ça peut ici aussi être aidé par les nouvelles technologies,
Notamment, on peut citer les digital twins ou jumeaux numériques, qui sont des copies virtuelles des bâtiments qui sont tenues à jour, notamment grâce aux informations des capteurs dans le bâtiment réel. Et ces digital twins permettent d'analyser les données et faire des simulations pour permettre d'avoir un meilleur contrôle et de prévoir les problèmes à l'avance grâce à ces simulations. Enfin, la dernière étape est souvent la déconstruction. C'est souvent l'étape par laquelle on passe avant de reconstruire ou de rénover. Ici aussi, on peut agir de manière positive et circulaire en essayant de préserver au maximum la valeur des matériaux et des bâtiments anciens en les déconstruisant soigneusement pour pouvoir les réemployer, les recycler. Ici, on travaille donc directement à la source et on évite que les éléments ne soient des déchets. On vient directement les prélever pour pouvoir les réemployer, leur donner une seconde vie. On parle parfois aussi de symbiose industrielle où différents acteurs peuvent se mettre ensemble et les déchets des uns peuvent devenir les ressources des autres, ce qui avantage tout le monde car l'un évite de produire les déchets et l'autre a de la matière première plus locale ou moins chère. Faire ce genre de démarche de revalorisation, ça demande évidemment des connaissances spécifiques, en plus de celles traditionnelles. Connaissance des logistiques, des filières existantes pour le réemploi ou le recyclage. On peut par contre développer des connaissances et un réseau pour arriver à mieux gérer cette étape. On peut citer toute une série d'ailleurs d'acteurs qui évoluent déjà dans cette sphère, que ce soit New Horizon, qui est une entreprise qui se spécialise dans l'urban mining et le démantèlement des bâtiments, et qui, eux, vont parfois travailler à plus grande échelle en s'occupant de quartiers entiers pour pouvoir travailler avec des flux de matériaux plus conséquents et donc arriver à mieux gérer ces différents flux également. On peut aussi travailler de manière plus spécialisée, notamment en se spécialisant dans certains produits qui ont peut-être plus de valeur patrimoniale ou économique. C'est notamment ce que propose Rotor DC, qui est une entreprise bruxelloise et qui est spécialisée dans le réemploi des matériaux de construction. Donc, elle s'occupe de la déconstruction, prépare et revend les différents matériaux. On peut également créer de la valeur autrement que dans ce cycle de construction, utilisation, démolition. On peut proposer de nouvelles offres ou de nouveaux services. Un modèle qui est de plus en plus proposé est celui qui est basé sur la combinaison entre services et produits. On va fournir un service plutôt qu'une performance, plutôt qu'une propriété de bien. La création de ce type de service s'explique notamment parce qu'aujourd'hui, les utilisateurs n'ont des besoins parfois que temporaires. On n'a plus vraiment besoin de posséder un produit, un outil ou d'occuper à 100% du temps un lieu. Dans ce genre de principe, le fabricant reste donc propriétaire et responsable du produit pendant tout le cycle de vie. On peut donner un exemple assez simple qui est celui de certaines marques de fournisseurs de luminaires qui vont fournir non plus une vente de luminaires, mais vont proposer un service, une lumière. Et donc, les consommateurs ne payent plus pour l'objet, mais bien pour la lumière qui diffuse. Ce principe peut exister pour d'autres produits aussi, notamment pour les ascenseurs, ce qui permet d'étaler les frais et de ne pas payer de supplément en cas de problème technique, ne pas payer au moment pour quand l'ascenseur ne fonctionne pas. Ces modèles ils offrent de nombreuses opportunités pour le secteur. Le premier, c'est que le fournisseur il reste fabricant et propriétaire du bien. Ça lui permet de conserver un plus grand contrôle sur les produits et de pouvoir proposer un meilleur entretien pendant la phase d'utilisation. Après l'utilisation, le fabricant il peut aussi offrir plus facilement une nouvelle vie, reconditionner ou créer de nouvelles filières de recyclage pour ces produits. En plus, dans ce modèle, la maintenance et les entretiens ils peuvent être compris dans le service et donc le client n'a plus à s'en occuper et le fabricant peut offrir un service supplémentaire, une autre source de revenus pour lui. Enfin, si le fabricant il reste responsable de la maintenance, de la réparation et donc du produit tout au long de son cycle de vie, il aura tout avantage à prévoir une durée de vie adéquate en proposant des produits qui sont robustes et qui puissent être démontables à la fin. Donc, la qualité du produit, sa durée de vie seront en général meilleures parce que c'est dans tout l'intérêt des différents acteurs. On est donc bien dans une approche circulaire. Le produit a une opportunité d'avoir plusieurs cycles d'utilisation et il sera plus longtemps maintenu en place, bien entretenu et de meilleure qualité.
Du côté financier, on peut citer l'avantage d'avoir des revenus réguliers pour celui qui offre le service. Et du côté du client, le modèle de leasing, ça permet d'étaler l'investissement sur un plus long terme, mais aussi de déplacer les frais d'investissement en frais d'exploitation ou d'usage. Pour mettre ce type de service en place, il faut bien sûr commencer à penser au cash flow, penser à ce que le service va coûter, comment répartir les dépenses sur 5 ans, comment comparer aussi ces dépenses par rapport à une vente plus traditionnelle d'un produit. Il y a toute une série de facteurs qu'il faut bien prendre en compte dès le début, ne serait-ce que le changement de taux de TVA qui vont s'appliquer sur ce type de service. Une clé de succès, ça peut être encore une fois l'apport de nouvelles technologies, parce qu'un monitoring des performances peut permettre une maintenance plus appropriée, une intervention avant que les pannes ne surviennent, mais on va aussi pouvoir permettre de vérifier la consommation et évaluer les performances sur le long terme, ce qui va permettre aux fournisseurs d'améliorer les produits futurs et ces futurs services. Le Smart, il permet aussi aux fournisseurs et aux clients d'avoir accès aux données et pouvoir donc mieux gérer aussi les systèmes. Il y a encore quelques points d'attention et risques qu'on peut encore noter. Il faut que le contrat de location, que les engagements soient clairs pour toutes les parties, fixer des objectifs qui soient réalistes, savoir quelles données feront l'objet d'un suivi, quelles alertes à prévoir ou le délai dans lequel les actions doivent être réalisées. Les données récoltées se posent également question. Elles sont d'une grande valeur pour les différents acteurs et il est important de définir qui a accès à quel type de données sur le bâtiment. Il est aussi important que le processus en fin de vie soit pris en charge dès le début et donc définir clairement à l'avance ce qui adviendra des produits lorsqu'ils auront atteint la fin de leur durée de vie. Donc répondre directement aux questions de comment et par qui les matériaux seront repris, reconditionnés, réutilisés. Parce qu'un service, au final, ne peut être circulaire que si le produit ne file pas à la décharge après un premier cycle d'utilisation. Un avant-dernier point qu'on peut citer, c'est que ce type de produits et de services sont souvent plus chers. Mais comme ils sont souvent aussi de meilleure qualité, il faudra faire toujours la part des choses entre valeurs résiduelles et coûts initiaux de ce type de service. Enfin, la durée de contrat est également à prendre en compte. Il y a toujours des risques de faillite. Que faire des produits qui devraient être repris 5 ans plus tard si l'entreprise a fait faillite? Qui va traiter ce type de produit? C'est pour ça que ce type de modèle est souvent envisageable pour une durée de 5, 10, 15 ans, mais plus difficile à imaginer pour des types de services plus longs. Un deuxième modèle économique auquel on peut penser, c'est celui de l'économie du partage. Ça s'appuie sur 3 grands principes: le partage de ressources, le partage de compétences, de connaissances et le partage d'espace. Évidemment, cela permet d'utiliser plus efficacement les matières premières, les bâtiments et les connaissances. On répond aussi à une tendance aujourd'hui de la société qui n'a plus tellement besoin d'être propriétaire de tout. Quand on pense au succès des habitats collectifs ou des vélos ou trottinettes allouées qui font fureur pour l'instant. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Déjà d'un point de vue économique, c'est intéressant parce qu'on partage les coûts et il y a moins d'investissements initiaux et donc une accessibilité financière plus facile pour les différents acteurs pour des produits qui auraient peut-être coûté trop cher à l'investissement. On retrouve cette économie du partage dans beaucoup de domaines différents, que ce soit les lieux partagés qui se répandent de plus en plus et qui offrent beaucoup d'avantages. Ça permet de rassembler des personnes ayant besoin d'accéder à des services, des locaux, des équipements, des outils, et ça dans un seul endroit. Et ça, pour permettre ce genre d'échange, favorise également les rencontres et la collaboration entre les différentes personnes. C'est notamment sur ce concept que Greenlease fonctionne, en proposant la location d'espaces à vocation différentes, des espaces de coworking, mais également des Fab Labs qui ouvrent l'utilisation d'équipements spécifiques à un plus grand nombre de personnes, et tout ça dans un même bâtiment. On peut aussi partager plus facilement les équipements, les espaces, notamment en utilisant des plateformes en ligne de mise en relation, comme on l'a déjà cité, Waveflink, qui permet justement de proposer, d'échanger ou de revendre des équipements ou de proposer des lieux de stockage. Pour finir, on peut aussi parler d'un point de vue logistique en évoquant le projet BCCC, donc Bruxelles Construction Consolidation Center, qui est un centre de consolidation des ressources matérielles. Le BCCC, ça va permettre de proposer aux chantiers bruxellois un nouvel outil
collaboratif de mobilité et de logistique urbaine pour mieux gérer les matériaux de construction. Si on veut résumer ça en quelques concepts très rapidement, le centre de consolidation permet de rassembler les différentes livraisons de matériaux et propose donc un espace de stockage pour les projets qui n'ont pas d'endroit où stocker, mais propose aussi une gestion plus facile des livraisons, soit des livraisons par petites parties pour justement ces chantiers qui n'ont pas d'espace de stockage, soit de proposer de réunir dans un seul camion différents types de matériaux pour rendre l'efficacité de ces matériaux, de ces camions plus intéressantes en les remplissant complètement, plutôt qu'avoir des camions qui sont à moitié vides sur nos routes bruxelloises. C'est bien sûr que quelques petits exemples que ce centre de consolidation peut offrir. Il peut aussi proposer une logistique inverse en venant récupérer sur les chantiers de construction les surplus ou même peut-être les déchets pour pouvoir justement aider les différents chantiers à mieux gérer leurs flux entrants et sortants. Ça permet donc de mieux gérer les livraisons, les timings, mais ça permet aussi de mieux gérer la circulation sur nos routes et donc une meilleure qualité de vie pour tout le monde. Un autre levier qu'on a déjà évoqué, mais où on peut aller un peu plus loin, sont l'usage des nouveaux outils et instruments numériques ou non. Le numérique, on pense souvent que c'est un gadget, mais pourtant, comme on va le voir, il peut proposer de véritables solutions et nous aider dans toute une série de processus différents. Le numérique, il est très valorisable, notamment parce que grâce à ça, on peut gérer une très grande quantité de données qui sont des informations qui peuvent être utilisées partout, par tous, et donc de la valeur ajoutée pour tous. Les informations donc permettent une plus grande connaissance des différentes solutions, des différentes évolutions et solutions de nos jours. Et ça permet aussi aux différents acteurs de prendre des décisions qui sont plus raisonnées, car ils ont une meilleure connaissance des différentes solutions qui leur est proposées. Les nouvelles solutions numériques permettent aussi, notamment grâce au BIM, un plus grand partage, une plus grande transparence entre les différents acteurs. Les nouveaux outils de calcul, les nouvelles applications permettent aussi d'analyser, simuler et donc arriver plus facilement à des évaluations précises. Enfin, les différentes solutions numériques peuvent aider à automatiser ou optimaliser certains processus qui sont parfois très longs à réaliser par nous-mêmes. Si on s'intéresse en premier lieu aux informations, on commence à parler aujourd'hui de plus en plus des passeports matériaux. Les passeports matériaux, ça consiste à conserver les informations sur un produit, un matériau, un bâtiment, de manière digitale pour y avoir accès à différentes étapes du cycle de vie. Bien sûr, cette carte d'identité de matériaux, elle pose toute une série de questions. Et comme on le voit beaucoup, aujourd'hui, tout le monde est en train d'y réfléchir et de faire évoluer ces nouveaux outils. On peut se poser la question de qu'est-ce qu'on veut savoir sur un matériau ou un produit. Est-ce qu'on a besoin de toutes ces informations à chaque étape, que ce soit la construction, l'entretien, le recyclage ou la réutilisation? Pour les bâtiments aussi, quelles informations sont pertinentes à savoir? Son historique, quand est-ce qu'il a été construit, ou son utilisation, à qui il appartient, quel type de bâtiment, à quel type de bâtiment on a affaire, est-ce qu'il est montable, démontable? La quantité d'informations qu'on peut mettre dans ces passeports matériaux est énorme, que ce soit par rapport au bâtiment, à sa localisation, aux caractéristiques physiques, techniques, à la qualité des matériaux, leur durabilité, s'ils sont recyclables, réemployables. On peut se demander, quand on voit des listes aussi longues et qui pourtant ne sont qu'un aperçu et qu'un découpage d'une liste encore plus longue que sur ce slide, on peut se demander s'il est vraiment pertinent de, dans tous les cas, remplir autant d'informations, car ça demande un travail conséquent. D'autres questions se posent aussi. Aujourd'hui, beaucoup d'acteurs privés commencent à développer ces passeports matériaux en même temps. Est-ce qu'il ne faut pas proposer une structure commune et donc éviter la privatisation de ce genre de service? Qui prend la responsabilité de ces informations qui sont comprises dans les passeports? Est-ce que le travail de collecter toutes ces informations vaut toujours la peine financièrement?
et qui va payer pour mettre en place ces passeports matériaux. On peut aussi se poser la question du stockage sur le long terme de toutes ces informations. Quand on voit la vitesse à laquelle les anciens supports, électroniques ou non, deviennent obsolètes. Peut-être lier ça à un BIM serait une solution, mais c'est encore toutes des questions qui sont en développement aujourd'hui et qu'il va falloir suivre de près. Le BIM, lui, permet de partager et d'utiliser les informations. Le BIM qui permet de créer une meilleure coopération dès le début, de penser tous les acteurs ensemble, prévoir, anticiper, plutôt que réagir une fois les choses définies. Ça permet une plus grande collaboration et une plus grande transparence, mais également permet de structurer et échanger les données entre les différents acteurs de manière plus uniforme. Bien sûr, il y a énormément de types de BIM différents, car chaque acteur a des besoins différents, que ce soit l'entrepreneur, l'architecte ou les bureaux d'études spécialisés. Toute une série de modèles différents peuvent exister en fonction des besoins de ces différents acteurs. Le BIM a aussi l'avantage de pouvoir permettre une certaine standardisation. Par exemple, en créant des modèles standards, des blocs qu'on peut copier et échanger d'un modèle à un autre, et donc partager des bibliothèques d'objets utilisables par tous. On peut faire un pas en arrière pour réfléchir à l'impact des outils et des instruments numériques. Aujourd'hui, on remarque qu'une grande barrière existe encore entre ce qui existe et ce qui est réellement utilisé. C'est ce qu'on a pu voir grâce aux réponses d'un questionnaire qu'on a pu partager dans le cadre du projet Digital Deconstruction, où on peut voir la quantité de personnes qui est au final réduite, qui connaissent les différents outils, et quantité de personnes encore plus réduite qui les utilisent tous les jours. On peut aussi se demander si la circularité est le premier aspect dont le numérique va s'occuper. On peut aussi dire que le numérique, c'est un outil, mais pas une solution en soi. Il y a de nouvelles solutions qui sont développées aujourd'hui, parfois dans des milieux surtout académiques. Et on peut se poser la question de si c'est vraiment utile d'utiliser ces nouvelles solutions ou s'il n'est pas plus facile de refaire les calculs, encore une fois, à la main. Le numérique, c'est donc pas une solution à tout. Il faut bien sûr envisager et faire la part des choses entre quand le numérique peut nous aider à aller plus vite, plus rapidement, nous soulager dans nos tâches, mais ce n'est pas une solution à tout prix. Quand on regarde les perspectives futures, il y a encore énormément de choses qui sont en développement et qui vont pouvoir nous aider dans le futur également, que ce soit le big data, donc l'analyse des données de masse, qui permettent et qui vont permettre dans le futur de mieux analyser la présence d'amiante en permettant d'accéder à des bases de données énormes et des autres anciens inventaires d'amiante pour pouvoir mieux repérer leur présence dans les nouveaux chantiers de démolition. L'intelligence artificielle, ici on a mis une petite illustration d'un travail que nous sommes en train de réaliser encore une fois dans le projet Digital Deconstruction, mais aussi FCRBE qui est un projet dédié au réemploi, où nous voyons comment l'automatisation et l'intelligence artificielle peut nous aider à partir de simples images prises dans un bâtiment de repérer automatiquement les matériaux ayant un potentiel de réemploi, mais aussi de les comptabiliser directement. Ce qui pourrait bien sûr peut-être aider à faire des inventaires réemploi avant de démolir. L'analyse de données en temps réel peut également nous aider à évaluer les performances des nouvelles solutions une fois qu'elles sont mises en place et de monitorer avec le temps l'évolution de ces performances. On peut aussi parler de la ville. Pour l'instant, on s'est surtout concentré sur les bâtiments et les matériaux, mais en analysant des données à l'échelle de la ville, on peut plus facilement lier l'offre à la demande en analysant de manière globale, notamment par exemple sur le territoire de Bruxelles, la quantité de chantiers de démolition, la quantité de flux et quel flux va ressortir de ces chantiers et les relier à des nouveaux projets de construction qui auraient peut-être besoin de récupérer certains de ces matériaux. Ensuite, on peut parler des nouveaux types de marchés et également du changement dans les marchés publics qui, eux aussi, proposent de nouvelles manières d'évaluer les offres qui ne sont plus uniquement basées sur le prix initial, mais aussi sur le coût global, les coûts du cycle de vie, mais encore une fois, encore en évaluant d'autres critères, d'autres aspects, comme la qualité technique, esthétique, fonctionnelle des solutions,
l'organisation et l'expérience du personnel ou les services après-vente et l'assistance technique que les différents acteurs peuvent fournir. Si on s'intéresse un tout petit peu au cycle de vie, un article lui est d'ailleurs complètement consacré, où on voit ce qu'est les coûts du cycle de vie, qui en fait inclut tout ou une partie des coûts tout au long du cycle du produit, du service ou d'un ouvrage. Donc, dans le calcul de ces coûts, on prend en compte l'acquisition, l'utilisation, la maintenance, mais aussi les coûts de consommation, les coûts de collecte, de recyclage, ou encore les coûts des émissions de gaz à effet de serre, qui vont avoir un impact sur le coût sur le long terme du bâtiment. C'est ce qu'on voit avec le petit schéma en haut à gauche. On voit que le coût de construction, après une durée de vie du bâtiment de 20, 30, 60 ans, au final, ne représente qu'une petite partie des coûts globaux que les différents acteurs vont devoir débourser pour maintenir le bâtiment en utilisation. Les analyses du coût du cycle de vie, ça pose encore beaucoup de questions et ce n'est pas encore une pratique qui est énormément répandue. On peut se poser la question à quelle méthode se référencer, comment calculer les coûts, comment modéliser en fait un cycle de vie, le début, la fin, comment comparer les offres entre elles quand les scénarios diffèrent beaucoup. Est-ce qu'épargner pour le futur est tellement plus valorisable que de dépenser aujourd'hui? Et doit-on prendre en compte également les évolutions, les besoins futurs des utilisateurs? C'est encore toute une série de questions qui se posent par rapport à ces calculs de coûts. Ça ne les rend pas impossibles à réaliser et une norme existe déjà bel et bien et peut nous aider dans ces efforts pour réaliser ces calculs. On peut aussi penser à d'autres solutions, des contrats de service et non un achat d'un produit, comme on en a déjà parlé, les marchés publics de design and build, qui sont des marchés de travaux qui permettent au pouvoir adjudicateur de confier à un groupe d'opérateurs une mission portant à la fois sur l'établissement des études, donc la conception architecturale, et en même temps l'exécution des travaux, donc la réalisation. Pour dire ça simplement, regrouper directement l'entrepreneur et l'architecte dans un marché public. Ça induit aussi une répartition des risques dès le début quand on agit selon ce type de coalition. On peut aussi penser aux contrats Design, Build, Finance, Maintain, qui sont une formule ici tout comprise et qui permet d'inclure directement la gestion du bâtiment à long terme, la maintenance des infrastructures. Ce type de solution peut être peut-être plus cher, mais ne vaut-il pas mieux parfois se concentrer sur une meilleure qualité et une efficacité sur le long terme? Il y a également de nouvelles procédures de négociation qui sont possibles. Si le pouvoir adjudicateur ne sait pas exactement encore ce qu'il veut demander, il est possible de ne pas établir directement un cahier de charges arrêtant les modalités du projet, mais seulement de définir des objectifs globaux, un programme fonctionnel et des critères d'évaluation, et de demander aux acteurs de proposer de nouvelles solutions, en créant des consortiums qui regroupent toutes les expertises nécessaires pour proposer et arriver à réaliser ces nouvelles solutions. Le but donc des opérateurs qui répondent à l'offre, ce n'est pas de proposer des offres à négocier, mais de formuler et perfectionner des propositions techniques, juridiques, économiques, pour arriver à réaliser ces projets complexes. C'est donc ces différentes propositions qui vont pouvoir être discutées durant une phase de dialogue. Et sur les différentes propositions reçues, un certain nombre va être sélectionné pour des discussions complémentaires et choisir au final une meilleure solution à la fin. Ce genre de procédure de négociation est surtout utile pour des cas complexes et n'est pas nécessaire si le pouvoir adjudicateur arrive à prendre une décision raisonnée avec des procédures qui sont moins lourdes. Ce genre de procédure, ça demande du temps, plus de travail préparatoire dans l'élaboration des spécifications, du travail d'évaluation des offres, conduite des négociations, et donc ça entraîne des délais plus longs. Le grand avantage, c'est que ça permet d'exploiter le potentiel du marché dans le domaine de la circularité, sans toutefois oublier la faisabilité économique et technique du projet. Ces différentes nouvelles options vont donc impliquer une plus grande demande d'expertise, expertise qu'on peut développer soi-même ou simplement collaborer dans la chaîne d'acteurs au sein du réseau pour arriver à mettre toutes ces expertises ensemble et travailler ensemble pour proposer ces nouvelles solutions. Ces différentes options ont de nouveau encore des risques, mais c'est des véritables opportunités également pour évoluer.
Si on revient très rapidement ici sur un aperçu des principales barrières que Vito avait, donc un schéma développé par Vito dans le cadre du Proeftuin circulaire bouwen, et qui analysait les différents freins qui amènent à parfois une offre ténue de solutions circulaires, mais parfois aussi une demande qui ne se fait pas ressentir. On se rend compte qu'en agissant différemment, en proposant de nouveaux services, on peut pallier à toute une série de ces problèmes, que ce soit la priorité à la perspective financière, si on pense autrement, qu'on propose des offres qui tiennent compte d'autres facteurs, on peut justement penser au coût à long terme et donc prendre le problème autrement pour arriver à proposer aussi des solutions qui tiennent la route, instaurer la confiance entre les différentes parties. Les solutions de consultation et de dialogue peuvent aussi être une solution. La version du risque peut aussi peut-être être mitigée par le partage des responsabilités entre les différents acteurs, mais aussi peut-être en utilisant des services plutôt que l'achat de produits. Pour conclure, tous ces concepts, vous les connaissez déjà parce qu'ils sont déjà tous utilisés dans d'autres secteurs comme celui de la voiture. Pour gagner un petit peu de temps dans cette présentation, on ne va pas tous les repasser en commun maintenant, mais on peut repenser aux capteurs qui permettent de prévenir si la voiture a un problème, les pièces de rechange pour allonger la durée de vie, le covoiturage, partage donc d'espace, ou encore le car pass, qui est une sorte de passeport en fait de la voiture qui va être utilisé lors de la vente. Si on prend nos 4 grands principes et qu'on veut les résumer avec les idées générales, penser et travailler à long terme, ça nous donne une véritable opportunité de développer de nouvelles activités, que ce soit dans l'entretien, mais aussi en se spécialisant dans certaines activités. On peut créer de la valeur d'autres manières. Le rôle de l'entrepreneur peut peut-être changer dans cette chaîne d'acteurs pour prendre d'autres responsabilités ou se concentrer sur d'autres aspects. Les outils numériques qui peuvent nous aider à être plus efficaces, mais sur lesquels il faut garder un œil critique. Et les nouvelles formes de marché qui impliquent une demande de plus grande connaissance des nouvelles solutions, mais également une coopération entre tous les acteurs. Comment est-ce qu'on peut commencer dans ce processus circulaire? Ce qu'on conseille évidemment, c'est de commencer pas à pas. Et c'est aussi pour ça que le projet Build Circular Bruxelles peut vous aider, soit pour vous former ou pour vous accompagner pas à pas dans l'élaboration de nouvelles solutions. Rappelons encore une fois que, évidemment, on peut avancer tout seul, mais ensemble et en créant un réseau, on va pouvoir solidifier ces différentes pratiques et arriver à les faire perdurer dans le temps. Le travail d'entrepreneur sera moins d'accepter les différentes offres, mais réellement d'entreprendre et de proposer de nouvelles solutions, offrir de nouveaux services plutôt que répondre simplement à une demande. Encore une fois, si vous êtes intéressé, je vous invite toujours de consulter notre site web ou notre site web avec nos différents projets et nos différentes publications. Et Jeroen va sûrement vous en reparler, mais on peut vous donner déjà rendez-vous à la 3e journée pour parler davantage des matériaux en boucle, donc le réemploi, le recyclage, l'impact des matériaux ou encore le béton circulaire. Merci beaucoup. Je crois que j'ai été plus rapidement cette fois-ci.